Permettez-moi de vous présenter notre expérience au service de neurologie concernant la rééducation des troubles neuromoteurs fonctionnels. Alors, tout d'abord, les troubles neuromoteurs fonctionnels constituent un nouveau défi concernant la rééducation ici au Maroc. Et donc, ça fait une extension thérapeutique pratique par rapport à ces patients à côté des autres disciplines médicales, neurologiques, psychiatriques et psychologiques. Mais avant de commencer, il y a une étape qui est cruciale à mon avis, avant la rééducation, qui s'appelle une démarche proactive qui s'applique déjà auprès du médecin, auprès du psychologue et même du psychiatre, qui comprend, en fait, il y a un dialogue avec le patient pour lui faire comprendre ce que c'est que les TNMF, comment les identifier, comment il fonctionne ce trouble, et puis ça fait que quand le patient il va comprendre, ça va soulager son quotidien. Par la suite, on aura l'occasion d'agir et de développer des stratégies. Ces stratégies qui doivent être claires entre le kinésithérapeute et son patient, qui doivent être objectifs clairs, avec une éducation comportementale qui est importante, sans laquelle le patient ne va pas s'intégrer dans le traitement. Et on a eu des échecs à cause de ça, vraiment, des échecs, un blocage. Ils ne conçoivent pas que la rééducation peut, toute seule, va plutôt diminuer ou faire une progression par rapport à leur cas. Du coup, à côté de ça, on essaye aussi de mettre l'accent sur la quantité que par la qualité, puisqu'on sait que c'est un mouvement fonctionnel, donc c'est pas la peine de dire voilà, il faut mettre la main ici, le pied là, non, ça sert à rien. C'est plus la répétition, la quantité par rapport à la qualité, et la rééducation physique qui s'inscrit bien entendu dans un cadre multidisciplinaire à côté du neurologue, du psychologue et du psychiatre. L'éducation du patient il comporte beaucoup de choses, mais les plus importants, c'est l'utilisation du terme fonctionnel par rapport à ces patients. On a besoin de leur dire fonctionnel, que paralysie, que plus que faiblesse musculaire, et puis de reconnaître que ce sont des lésions ou là un déficit qui est réel, qu'on les croit, qu'on a eu des patients plusieurs reprises comme eux, et que ce sont des symptômes qui sont réversibles puisqu'ils ne sont pas liés à une atteinte non irréversible du système nerveux central. L'approche thérapeutique, c'est en fait d'abord on commence par minimiser l'accent sur la faiblesse elle-même ou là sur le membre qui est affecté. Plutôt, on va prendre en charge le patient d'une manière globale, dont sa fonction globale. Par exemple, je sais pas, il fait une hémiparésie, je ne fais pas focaliser sur l'hémicorps qui est paralysé, je fais la rééducation de la marche, les transferts, des choses qui sont holistiques, et comme ça, il va s'intégrer dans le mouvement en insistant sur une rééducation biofeedback. Plus le patient il visualise ses mouvements, parce que souvent les patients, leurs mouvements imaginés, c'est pas les mouvements réels. Donc quand quand ils voient ce qu'ils font, ça fait une découverte par rapport à eux, et ça fait une reconstitution de l'image motrice par rapport à eux. Et puis aussi, bien sûr, ça va être dans un cadre individuel, cas par cas, mais toujours dans le fonctionnel, avec des mouvements qui seront progressifs, bien évidemment. Les différentes techniques utilisées, toutes les techniques sont possibles. Là, c'est un schéma qui schématise un peu les techniques qui sont utilisées dans plusieurs études. Je vous parle des deux qui sont les plus utilisées. C'est la technique de visualisation à travers les biofeedbacks. On peut utiliser les mouvements devant un miroir. Le fait de se voir, ils corrigent leur fonctionnement, ils corrigent leur comportement moteur. Et aussi, il n'y a pas que le miroir. On peut s'appuyer aussi sur les vidéos, sur les photos. Comme ça, ils vont recevoir l'image réelle de leur mouvement fonctionnel. Et aussi, par ce qu'on appelle cahier-journal, c'est qu'on donne aux patients un cahier, un journal, où ils vont transcrire chaque jour, chaque minute, quand est-ce qu'ils ont ces mouvements fonctionnels, pourquoi, à quel moment et tout. Et à force de le faire, ils vont s'organiser mentalement pour ne plus faire, ou là, pour diminuer l'apparition de ces mouvements. Il y a aussi le TENS, qui est un appareil d'électrostimulation qui vise l'antalgie, qui a été faite, qui a montré plus ou moins l'efficacité, à côté des autres thérapies que vous connaissez, bien évidemment. Les stratégies nuisibles aussi,
il y a des choses qu'il va falloir éviter de faire. Éviter parce que ça ne fait que encore enfoncer le mouvement fonctionnel. D'abord, c'est d'induire le patient à l'erreur ou le tromper. Genre, quand on fait donc les vidéos, c'est pas pour lui dire, bah voilà, vous ne faites pas, vous faites blani, c'est pas ça. Non, c'est réel, on vous croit, mais c'est fluctuant parce que c'est du fonctionnel. Et justement, il faut lutter contre. C'est ça le langage qu'il faut leur parler. C'est confiner le patient, par exemple, à un matériel paraclinique en dehors des séances. Ça sert à rien. Pendant les séances peut-être, mais en dehors des séances, c'est pas la peine de garder le fauteuil roulant, c'est pas la peine de garder par exemple une béquille. Non, bon, s'il n'arrive pas à marcher, bah, qu'il reste sur la chaise et qu'il va faire ses exercices ailleurs. Il va vivre sa vie normale. Le manque de communication aussi, on a un problème de communication, mais entre le professionnel de santé, entre le kiné, le psychologue, le psychiatre, et donc ça passe pas. Et du coup, chacun de nous, il travaille avec son patient tout seul, et le kiné, il reçoit quand même le patient pendant des séances, au minimum une demi-heure à 45 minutes. Donc, je suis obligée d'être le psychologue, plus ou moins le neurologue, un peu, je fais le rôle de tout. Mais si j'ai des abords qui sont contradictoires, ça va emprunter le résultat. Et puis, ignorer aussi les facteurs psychologiques. Tous mes patients, je connais leurs histoires psychologiques. D'ailleurs, je vais vous en parler. Alors, j'ai quelques cas de notre expérience que je vais présenter. Ça, c'est un enfant de 9 ans qui a eu un harcèlement au niveau de son école. Par la suite, il a eu une paraparésie fonctionnelle. Et grâce à la rééducation seule, il a pu récupérer la marche alors qu'il a arrêté la scolarité carrément. Il a pu récupérer la marche et retrouver sa scolarité après 4 séances seulement. Notre deuxième patient, c'est un patient qui a eu une monoparésie du bras droit. C'est un chauffeur de taxi. Du coup, il n'arrive plus à travailler. Il y avait des problèmes qui sont plus anciens. Par contre, celui-ci, il y a eu obligatoirement un recours à la psychothérapie à côté de la rééducation pour pouvoir récupérer après 6 séances de rééducation, avec un suivi psychiatrique, bien sûr, par la suite. Et puis, cette demoiselle de 15 ans, elle aussi, il a eu un harcèlement au niveau de l'école avec ses copines. Elle a fait une paraparésie. Et au bout de 6 séances, plus psychothérapie, on a pu récupérer la marche. Mais c'était très difficile quand même. Il y avait la... Là, c'est une vidéo d'une patiente de 29 ans, Afef, qui a fait aussi des troubles, des problèmes conjugaux par rapport à son mari, et il a fait une hémiparésie, trouble de la marche, 4 séances après, plus un entretien psychothérapique. Donc, elle a récupéré la marche toute normale. Deuxième vidéo, c'est un enfant qui fait des troubles de 14 ans, qui fait des troubles de l'équilibre et de la marche. Bon, la vidéo il est passée. Aussi, à la montée et à la descente des escaliers. 6 séances après l'entretien, il a récupéré parfaitement. Par contre, il a gardé les knep d'épilepsie. Ça, c'était un peu difficile de récupérer. Et enfin, je note mes difficultés par rapport à ces patients. J'ai un problème, enfin, on a un problème de circuit. Ces patients, pas tous les patients qui sont vus par nos patients aux urgences n'arrivent pas obligatoirement chez moi en rééducation parce qu'il n'y a pas de circuit clair entre les différentes thérapeutes. Ça d'une part. D'autre part, j'ai eu aussi un souci par rapport aux jeunes adultes, les adolescents. Vraiment, c'était un peu difficile. C'était pas aussi, pour moi, en tout cas, c'était pas aussi facile de rééduquer tels que les enfants ou là les adultes en général. Et pour ça, je suggère qu'il y ait une collaboration qui sera bien définie entre les différents intervenants, médical, paramédical, à l'échelon local et national, pourquoi pas, puisque au CHU de Casablanca, on reçoit de partout des fois, donc on est obligé d'envoyer, on a besoin d'un calendrier ou là de contact. Et puis invitation aussi à discussion pour favoriser l'échange, l'idée, le partage et puis le partenariat. Voilà, merci.